Bien, je vous remercie d'être tous revenus. Donc c'est le dernier séminaire et c'est un séminaire un petit peu particulier parce que jusqu'à maintenant on a eu des séminaires de disciplines scientifiques différentes qui nous ont apporté leur regard sur la biologie des invasions. Et cette fois-ci, ça va être un séminaire un petit peu différent puisque c'est sur la culture et l'art, même si c'est un docteur en philosophie qui va nous la donner, donc Loïc Fell, qui est cofondateur de Coal. Coal, ça se prononce et qui donc a travaillé en philosophie, en épistémologie, sur l'esthétique de l'environnement. Et Loïc, que j'ai en fait rencontré il y a 10 ans en Équateur, lors d'une conférence scientifique où il nous présentait des travaux sur la biodiversité et l'art, et où j'étais parti de manière un petit peu avec des préconceptions, en me disant oh là là, mais moi j'y connais rien à l'art, j'aime pas forcément ça, ça va être chiant, quoi, en gros. Et en fait, j'ai adoré, j'ai trouvé ça vraiment super. Et il y a 10 ans, je me suis dit, si jamais un jour j'ai l'occasion, je le fais revenir pour faire partager un petit peu ce qu'il fait au public. Donc, 10 ans après, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et à toi, Joey. Merci beaucoup. J'ai un peu l'impression d'être, vous savez, le dernier cours de l'année quand les profs faisaient plus rien et on regardait un film. Ça va être un peu ça, parce que je vais vous raconter beaucoup d'histoires, mais j'espère aussi vous convaincre que malgré et grâce à l'aspect ludique des réflexions que portent les artistes, elles participent de l'évolution de la conception des espèces invasives ou des invasions biologiques. Et à ce titre, je vais utiliser un corpus qui est donc un peu l'héritage de Coal, qui organise un prix artistique annuel depuis 17 ans. Et chaque année, on reçoit entre 500 et 700 dossiers de 50 pays, ce qui représente un corpus gigantesque aujourd'hui. Et donc, je puise dans ce corpus pour illustrer les axes de travail des artistes sur ce sujet. Donc, je vais souvent dire « on » parce que l'association était partie prenante la plupart du temps des productions. Donc, quand je dis « on », c'est l'équipe entière qui travaillait avec l'artiste pour ce faire. Donc, je vais d'abord vous présenter quelques histoires, des exemples des différents angles par lesquels l'art contemporain peut s'intéresser à la question des espèces invasives. Ensuite, un petit point sur les conceptions philosophiques sous-jacentes, alors de façon très simplifiée, ce sera très peu académique. Et enfin, pour terminer, pour conclure, essayer d'imaginer comment les activités culturelles peuvent participer de la prise en considération des invasions biologiques et selon quel type d'action. Ce qui peut paraître un peu mystérieux, comment la culture peut travailler sur le sujet, avoir un impact réel sur l'écosystème. Alors pour faire couture avec ce qui vient d'être présenté, je vais aussi parler de renard, mais cette fois-ci c'est le renard roux, où ce que cette œuvre a permis de mettre en exergue, c'est les différences de traitement ou de perception qu'on peut avoir des espèces animales et végétales aussi, et c'est ce qui va innerver aussi tout l'enjeu pour ensuite parler des invasions biologiques. En l'occurrence, c'est en 2010, un artiste qui s'appelle Thierry Boutonnier, et qui a voulu faire quelque chose d'un peu poétique pour suivre le retour des renards à Paris, puisque les renards changent de comportement, deviennent une espèce commensale. C'est déjà beaucoup le cas à Londres, et ça a bien commencé à Paris. Et pour le documenter, il souhaitait donc créer une application où, dans l'idéal, il voulait capturer un mâle et une femelle et suivre leur pérégrination dans Paris en espérant qu'ils allaient se rencontrer et qu'on réussirait à assister à la naissance de futurs petits renardeaux. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Parce que l'intention était là, mais la réalisation a été très complexe. Le premier point, c'est que déjà, il fallait réussir à capturer des renards. Donc on va être avec le Muséum national d'histoire naturelle pour mettre des cages. On n'attrape que des chats. Mais heureusement, parce qu'on avait un autre problème, c'est qu'on s'est rendu compte a posteriori que pour attraper ou capturer des animaux dans Paris, en fait, c'est encore soumis au droit de chasse médiéval, donc il fallait l'autorisation du comte de Paris. Et en plus, si on attrapait un renard comme il était encore à l'époque classé nuisible, on pouvait l'attraper, mais on ne pouvait pas le relâcher, il fallait le tuer. Donc finalement, c'est aussi l'intérêt de la différence de perception entre la narration mignonne ou l'imaginaire qu'on peut appliquer à une espèce et ensuite les réalités légales, juridiques et de perception auxquelles elles sont affectées. L'autre point qui est essentiel dans l'illustration de la crise environnementale,
Là, en l'occurrence, c'est un projet qui s'appelle l'Alali, qui a été réalisé par Art Orienté Objet, qui est un collectif d'artistes. Ils l'ont présenté plusieurs fois. Et en fait, cette map monde représente l'enjeu auquel on fait face. En l'occurrence, chaque mot correspond à une espèce en voie de disparition dans une langue en voie de disparition, pour montrer la corrélation entre la diversité culturelle et la diversité biologique. Et là, vous voyez un râteau qui, tout au long de l'expo, passe, et à chaque passage, il efface un mot, jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y ait plus rien. Donc cette illustration, c'était vraiment pour montrer que la question des invasions biologiques, plus tous les enjeux de l'effondrement écologique, est corrélée aussi à un effondrement de la diversité culturelle, j'ai envie de dire deux causes, même combat, et qu'en fait, le résultat, c'est une uniformisation linguistique, on le sait bien avec le français et tous les patois, avec l'anglais, etc., uniformisation des écosystèmes avec des espèces qui se retrouvent être les mêmes sous les mêmes latitudes, avec les invasions biologiques notamment. Et nul mystère n'est fait de l'origine de ces invasions et de ces promenades. En l'occurrence, pour le mettre en évidence, c'est une artiste qui s'appelle Maria Teresa Alves et qui crée des jardins à partir des graines qu'on trouve dans les eaux de ballast. Et elle cherche à documenter, en suivant les bateaux, d'où venaient les eaux de ballast et essayer de recomposer l'uniformisation du monde et la diffusion, mettre en évidence la diffusion des végétaux que cela peut induire. En l'occurrence, là, c'était à Amsterdam, où elle prenait les eaux de ballast, les filtrait et ensemençait sur une péniche pour avoir un jardin flottant qui permettait d'illustrer donc cette problématique et s'amuser ensuite avec un botaniste à identifier l'ensemble des essences végétales et essayer de reconstituer leur parcours à travers le monde. Alors évidemment, dans les grandes villes portuaires, c'est quelque chose de très efficace et l'intérêt, c'est de rendre concret et de faire toucher du doigt les publics de ces réalités. Une autre façon, toujours dans l'idée de faire comprendre ces phénomènes, parce que la difficulté aussi pour la plupart des publics, c'est le côté écosystémique. On vient de le voir là avec l'exemple du cochon, où finalement les corrélations font que les interventions qui peuvent être menées ne sont pas celles de première intention, c'est une lecture seulement causale, mais avec une lecture systémique, ça devient plus intéressant. Et là, en l'occurrence, pour le rendre évident, c'est une œuvre de Brandon Ballanger, qui est un artiste américain, contrairement à ce que son nom pourrait sous-entendre, qui était venu en résidence. Alors l'image n'est pas très belle, je suis désolé, il faudra regarder aussi sur Internet dans le détail. Il allait sur le marché de Rungis et il a acheté tous les organismes qui pouvaient venir de l'océan Atlantique Nord. Il a mis chaque espèce dans un bocal et placé les bocaux selon leur place dans la chaîne trophique. Alors tout en haut, il y a un bocal vide où on aurait dû mettre un humain, mais ça ne rentrait pas. L'idée, pendant l'exposition, évidemment, c'est de montrer que ce système, si on enlève un bocal à un endroit, il y a tout un pan qui tombe, ou à l'inverse, si on en rajoute un, là aussi, on va avoir quelques difficultés, d'autant que c'était en verre avec du vrai formol, donc c'était très dangereux pour le public. Pourtant, cette perception, on l'oublie. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'amnésie de l'origine des espèces, si on peut me passer l'expression, puisque des espèces clairement invasives ne sont plus du tout perçues comme telles. Par exemple, le mimosa. Il y a même des toponymies de villes dans le Var qui contiennent son nom. Sa présence est tellement ancienne qu'au-delà d'une mémoire d'homme, on ne le perçoit plus comme invasif puisqu'il a toujours été là. Et il est rentré aussi dans l'iconographie de l'art avec Pierre Bonnard, par exemple, et son fameux atelier au mimosa. Donc la représentation et la surprésence à l'échelle d'une vie humaine d'une espèce fait qu'on change de perception et qu'on ne le perçoit plus comme invasif, alors que pourtant il y a une paupérisation écosystémique de toutes ces collines de l'Estérel qui deviennent monospécifiques. Alors c'est magnifique en février évidemment, mais ça pose une difficulté. Et ça va jusqu'au point où on s'approprie des espèces qui n'étaient pas originaires de nos contrées. Il y a un autre exemple qui est récent pourtant en termes d'arrivée, c'est la tourterelle turque. Que vous avez tous vu, on en voit partout. Et en fait, jusque dans les années 20, elle ne vivait qu'en Anatolie. Et progressivement, elle a envahi l'ensemble de l'Europe et s'est vraiment établie partout, au point que, donc elle a conclu sa campagne de l'Europe après les années 71, mais au point qu'elle est intégrée dans nos représentations du quotidien. C'est un de nos oiseaux urbains et de jardin, jusqu'à ce qu'elle soit sur les timbres de la Belgique, par exemple. Donc cette intégration des espèces invasives fait que aussi la perception qu'on peut avoir des espèces pose de vrais enjeux sur les politiques de conservation ou de gestion écologique. C'est là où les liens entre les enjeux culturels et les enjeux scientifiques peuvent être établis.
Autre exemple, Thierry Boutonnier travaillait en résidence au domaine de Chamarande, donc c'est celui qui a raté l'histoire des renards, et cette fois-ci, il s'y est repris avec des ragondins. En fait, la problématique qu'on avait à Chamarande, en Essonne, qui est un joli centre d'art avec un petit château 18e en briques roses et 100 hectares de terrain, de parcs avec des zones humides et des petits canaux qui avaient été tracés pour le jardin paysager de l'époque. Et il y a une forte présence de ragondins. Il y a aussi beaucoup trop de bernaches du Canada qui acidifient les eaux de l'étang. Donc ces ragondins qui abîment beaucoup les berges et qui sont un tracé historique, et ça commençait à poser des difficultés, cette fois-ci de conservation culturelle, il a proposé de les renvoyer chez eux. Donc, il a écrit des courriers aux ambassadeurs des pays dont sont originaires les ragondins, le Pérou, le Chili, l'Argentine. Ils ont répondu. Donc, il y a eu une réponse d'un ambassadeur en particulier qui a expliqué très aimablement que comme c'était des animaux qui avaient atterri en Europe à la fin du 19e, conformément au droit du sol, ils sont français et qu'on se les garde. Donc la solution proposée par l'artiste, c'était, vu qu'ils pullulent parce qu'ils n'ont pas de prédateurs, devenons ces prédateurs. Donc il a voulu capturer des ragondins pour en faire du pâté. Donc là, vous avez du pâté avec la peau de ragondin. Et là où c'est devenu complexe, c'est que tout le processus était pendant l'exposition. Donc c'est-à-dire que déjà le ragondin peut porter la douve du foie, donc on ne pouvait pas juste le tuer directement, il fallait le mettre en quarantaine d'abord. Donc c'est là où il leur lisait les courriers des ambassadeurs en leur expliquant que du coup il allait devoir les manger. Et pendant l'expo, on pouvait goûter le pâté de ragondin, sauf qu'on passait devant l'élevage de ragondins. Tous les jours, des visiteurs de l'expo libéraient les ragondins et toutes les nuits, il fallait les rattraper. Parce qu'ils savaient ce qui allait leur arriver. Donc on voit qu'avec beaucoup d'humour, on peut mettre en exergue un sujet, mais maintenant, il y a des restaurants spécialisés dans la consommation d'espèces invasives. Donc à Paris, il y en a 2 notamment, où on peut manger du raton laveur, du ragondin, de l'écrevisse de Louisiane, même de l'écureuil. Donc il faut être bien accroché, la carte est assez dense, et ça pourrait paraître une bonne solution parce que ça met en exergue la problématique de la pression par prédation, mais en réalité, il faut que ça reste anecdotique, parce que si demain ça redevient un marché de grande envergure, on va en faire de l'élevage. Donc le problème reprend de zéro si on peut se le permettre. Donc encore une fois, les outils culturels sont à manier avec précaution parce qu'ils doivent rester de l'ordre du symbole ou de la sensibilisation et pas devenir une industrie, auquel cas l'effet recherché est perdu. De même, la question des espèces invasives, culturellement, elle pose des grosses problématiques et elle est extrêmement dangereuse. On va en reparler plus avant. Là, c'est la Cité internationale de l'immigration, l'ancien palais de la Porte Dorée. Quand ils ont changé pour devenir le musée de l'histoire de l'immigration, ils ont refait le jardin et c'est une artiste chilienne qui s'appelle Liliana Mota qui a été retenue pour cette réalisation. Et comme elle avait beaucoup de mal avec le vocabulaire qu'on applique aussi bien aux espèces biologiques qu'aux humains, sur les notions d'invasion, d'immigration, etc. Elle a fait un jardin qui ne sont que des plantes invasives, donc sciemment et exprès, que des plantes qui sont des EEE, donc espèces exotiques envahissantes. Alors évidemment, ça demande un certain soin pour l'entretien du jardin et éviter des diffusions, encore qu'on sait que les diffusions, on essaie de les éviter, mais ça réussit rarement. Et c'est aussi sous cet angle de questionnement éthique sur le traitement qu'on peut infliger aux espèces exotiques qui a été porté en interrogation, et mettre ça juste devant le musée de l'immigration, c'était vraiment un symbole fort. Maintenant, comment est-ce qu'on peut même aller jusqu'à connecter les deux ? Ça, c'est probablement un des projets dont je suis le plus fier, je crois, qui a commencé en 2015, donc ça fait déjà 10 ans que ça tourne. Donc c'est à Saint-Denis. Et à Saint-Denis, il y avait un maraîcher qui allait partir à la retraite et qui disposait de 4 hectares. Et en fait, du point de vue agricole, aujourd'hui, ce n'est pas une surface qui permet d'avoir une unité de production rentable, donc ça ne pouvait pas rester du maraîchage classique. Le danger, évidemment, ça aurait été que, vu la pression foncière, on fasse un projet immobilier. Et la ville a décidé de faire un concours aux associations et a retenu le projet que je vais vous raconter, qui est co-organisé par Jardin de Galie, par le Parti Poétique et par Coal. Et on a travaillé initialement avec le LADIS, donc un laboratoire de géographie,
à Paris 7, et on a créé, pour commencer, ce qu'on appelait des bureaux des recettes. Donc dans la ville, dans la cité, dans les espaces d'accueil des jeunes ou auprès aussi des assistantes sociales ou des maisons de retraite, on a proposé de recueillir les recettes de cuisine préférées de toutes les nationalités présentes à Saint-Denis, 119 nationalités, donc il y a une richesse culinaire sous-jacente assez importante, et dans ces recettes, essayer d'identifier les plantes qu'ils ont du mal à trouver dans le commerce et qu'on pourrait acclimater. Et c'est ces plantes-là qui ensuite ont été placées comme projet agricole pour un projet agricole d'insertion avec des plantes donc qui sont utiles à la population locale et vendues en circuit court auprès des gens, avec des ateliers de recettes et une certaine convivialité. On se sert aussi de cet espace comme un outil de résidence et d'action artistique et de festival. Donc il y a régulièrement des événements qui sont organisés en soutien de ce projet donc, culturel. Et le livre de recettes a été publié, j'en ai pas reçu une seule jusqu'ici, mais on peut aller les goûter à Saint-Denis. Donc là, on voit bien qu'on introduit des espèces végétales, mais parce que ça correspond à un besoin et des attentes de populations diverses. Et j'ai le sentiment que la convivialité par la nourriture permettait de créer cette connivence positive. La prochaine fois, on essaiera de faire du raton laveur. Donc, pour prendre un tout petit peu de recul sur ces enjeux, il y a un premier point qui est quand même, on l'entend tous, linguistique et rhétorique, où le vocabulaire est assez militariste, voire xénophobe. On parle de campagne d'éradication, on parle d'invasion, on parle d'indésirable, de nuisible, etc. Enfin, tous les vocabulaires et les vocables qu'on connaît, qui ont comme dangerosité d'être transposables à l'humain. Donc, c'est cette polysémie qui les rend compliquées à manier et un peu délicate, parce qu'on sait très bien qu'elle s'appuie aussi sur un imaginaire qui n'est pas besoin de réexpliciter, assez xénophobe et avec donc des analogies entre société humaine et écosystème. Donc ces enjeux, en plus, ils peuvent être très politisés. On voit éclore des discours de rhétorique sur l'écologie qui sont de plus en plus droitiers et qui ne se gênent pas à faire le lien entre ce vocabulaire appliqué à l'écologie et l'appliqué aussi aux sociétés humaines, avec des métaphores naturalistes. Et ces discours ont tendance à être de plus en plus nombreux d'ailleurs, parce que vous voyez bien comment la notion d'écologie est réappropriée avec un autre discours du côté de l'extrême droite. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait nouveau, parce que si on regarde un peu l'histoire, très rapidement, un peu l'histoire de la philosophie, finalement, alors évidemment, chaque philosophe a parlé dans son époque et par rapport à l'état de connaissance de l'écologie dont il disposait, et les recherches, vous l'avez vu pendant plusieurs semaines, ont énormément avancé depuis. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'Aldo Léopold était un gros facho, par exemple, mais dans le contexte dans lequel il écrivait, effectivement, il avait une vision de l'intégrité écologique qui était une politique de conservation en l'état, avec l'idée que le paysage américain devait rester tel qu'il était, et on n'imaginait pas les dynamiques et qu'il y a une évolution constante de cet écosystème. Donc les premiers discours d'éthique de la nature, à partir de fin 19e, début 20e, avaient vraiment cette vision très de protection absolue. On évolue un petit peu ensuite avec le pragmatisme, parce que évidemment la conservation a un coût et elle est très complexe. Donc l'utilitarisme environnemental pourrait être la deuxième étape à partir de laquelle on va penser en philosophie ou avoir une approche culturelle pour définir les politiques de conservation, avec cette fois-ci une vision bassement pragmatique. Mais le risque aussi de ce pragmatisme, c'est qu'on peut se contenter d'un écosystème pauvre. C'est-à-dire qu'en termes de conservation, on peut avoir un écosystème fonctionnel qui nous fournit les services écosystémiques nécessaires avec relativement peu d'espèces. Alors évidemment, il sera beaucoup plus fragile, mais il sera plus facile à piloter. Donc, du point de vue de la conservation, ce n'était pas satisfaisant non plus. Et en plus, il y avait toute cette idée de pureté qui a été donc recritiquée à partir des années 70, 80 et 90 pour déconstruire ces catégories qu'on avait héritées du colonialisme et dont il fallait se défaire pour apporter une vision de l'environnement qui soit plus adaptée à la réalité écologique.
Donc là, on était vraiment sur une approche écosystémique qui est venue être percutée par la question du droit animal et l'éthique animale, qui, elle, va considérer l'individu plutôt que l'écosystème. Et donc, c'est là où on se retrouve avec les pétitions pour ne pas éradiquer telle espèce alors qu'elle pose problème dans tel écosystème. On connaît la chanson. Donc, quelles autres solutions on peut trouver avec les campagnes de stérilisation qu'on peut voir sur certaines populations aujourd'hui pour réduire la pression des invasions biologiques. Enfin, la question qui va se poser maintenant, c'est quelle est l'étape d'après. Donc les plus actuels vont commencer à réfléchir une écologie relationnelle, où cette fois-ci, on va s'inscrire dans une narration. Et je crois que tous les exemples artistiques que je viens de vous montrer, c'est l'exploration de cette idée de quelle relation j'ai avec les différents composants de l'écosystème, et quel que soit leur statut, même si je dois en avoir conscience, pour que mon comportement puisse être en adéquation avec les enjeux de la conservation. Donc pour ça, on peut s'appuyer sur l'imaginaire et l'esthétique. Alors à la fois, c'est à la fois la source du problème et la source des solutions. Alors il y a beaucoup d'espèces invasives qui sont là parce qu'on les trouvait jolies. Donc la beauté est quand même un des principaux critères où on s'est retrouvé avec beaucoup d'animaux qu'on a pris comme des animaux domestiques et relâchés dans la nature parce qu'on les trouvait jolies. Pareil pour les plantes, le nombre de plantes d'ornement qui sont devenues des plantes invasives, on ne les compte plus. Donc la question de l'esthétique ne s'arrête pas à la question de la beauté parce qu'elle est à double tranchant. En plus, quand une espèce est mignonne, on n'a pas envie de la tuer. Donc ça rajoute à sa capacité d'invasion biologique. Donc ces désirs sont aussi renforcés par la médiatisation, c'est-à-dire que plus on va mettre en avant une plante à la mode ou un animal, plus le désir sera important et plus il va se diffuser. Donc là aussi, on a un enjeu de responsabilité sur les messages qu'on va véhiculer, la façon dont on va les présenter. Et tout ça s'appuie sur un auteur que je vous incite à découvrir. Il est décédé très récemment, c'est un philosophe canadien qui s'appelle Alan Carlson et qui travaillait sur l'idée de l'esthétique objective, où il disait finalement, quand on parle d'environnement naturel ou quand on parle d'organismes biologiques, la beauté est corrélée à une représentation typique de c'est quoi cet animal ou cet écosystème en bonne santé. Donc, par exemple, un éléphant avec 3 pattes, on va le trouver moins beau qu'un éléphant en bonne santé avec 4 pattes. Un éléphant qui a de l'eczéma, on le trouvera moins beau qu'un éléphant qui n'en a pas, etc. Donc cette idée, c'était que on n'a pas tant que l'écosystème a l'air en bonne santé ou qu'une espèce a l'air en bonne santé également, on n'a pas d'alerte esthétique pour se dire qu'il y a un problème. Et d'où les espèces invasives qui échappent à nos codes d'alerte habituels tant que l'écosystème n'est pas profondément dégradé. Donc c'est intéressant de se dire qu'on a un biais cognitif aussi par rapport à notre perception esthétique qui fait des boucles de rétroaction positive sur les dynamiques de population des espèces invasives. Maintenant, si on mobilise les industries culturelles et les arts, pour agir sur la question des espèces invasives, le premier point, ça va être d'assumer les responsabilités et d'éviter de faire des bêtises. Parce que, comme je l'ai dit, quand on diffuse ou promeut certaines espèces, on se retrouve avec des grosses difficultés. Et c'est vraiment pas une blague. Les Tortues Ninja, vous regardez la sortie des dessins animés dans les années 80 et vous voyez l'augmentation des achats de tortues de Floride qui maintenant sont dans tous les étangs parisiens. De même sur Nemo, rappelez-vous le petit poisson clown, gros succès avec les enfants qui supplient les parents d'avoir des poissons. Quand ils sont relâchés dans la Seine, ça pose pas de problème, mais quand c'est en Floride, on s'est retrouvé avec des nouvelles populations de poissons clown tout le long des côtes de Floride après la sortie du film, du dessin animé à l'époque. Et même Out of Africa, par exemple, avec les jacarandas, rappelez-vous la belle allée de la Grande Maison, ces jacarandas ont ensuite été repris par énormément de communes et maintenant sont diffusés dans toutes les capitales africaines et pas que. Là, l'image que je vous montre, par exemple, c'est à Lisbonne, où il y a un projet de rénovation urbaine où ils doivent couper 74 jacarandas et la ville est en procès contre les collectifs d'habitants qui veulent protéger ces arbres qui maintenant font partie de l'identité de la ville et de sa conception. Plus dangereux encore, par exemple, Avatar, avec cette idée de phosphorescence. Il y a un artiste, par exemple, qui s'appelle Eduardo Kac, qui, depuis la fin des années 90, crée des organismes génétiquement modifiés dans lesquels il introduit un gène qui est issu de la phosphorescence des méduses, alors une espèce de méduse du Pacifique, et il a créé des plantes, des poissons, des cafards, et des souris, et un lapin, et il les vend. Donc ça veut dire que l'appétence qu'on peut avoir aussi pour ce type de choses, c'est comme ça qu'on se retrouve à diffuser des organismes génétiquement modifiés et qui sont commandables sur Internet.
Donc déjà, veillons à la responsabilité des messages qu'on peut véhiculer en faisant un peu attention à les contextualiser pour essayer de limiter ce type de dérive. Donc ça, c'est la première responsabilité du secteur culturel. Le deuxième, c'est les conditions de production. Parce qu'en fait, la culture elle-même a aussi introduit des espèces invasives. Par exemple, l'exemple le plus documenté, c'est, rappelez-vous, toute la période des grands péplums qui étaient tournés en Californie. Et en fait, il fallait essayer de reconstituer un décor qui ressemble aux berges du Nil. Et donc, ils ont introduit, fait des décors pour les films, notamment les 10 commandements, où ils ont introduit une plante qui s'appelle la canne de Provence, et qui aujourd'hui s'est complètement diffusée dans toute la Californie et a modifié l'écosystème. Et en fait, cette canne de Provence, elle vient des tournages des films. Donc, même en production culturelle, on peut avoir un impact et introduire des invasions biologiques. C'est le cas aussi de Pirates des Caraïbes à Saint-Vincent, petite île des Caraïbes, où les décors sont encore visitables aujourd'hui. Et ils avaient recomposé des décors en amenant des plantes de plein d'îles, pas que de l'Atlantique d'ailleurs. Et aujourd'hui, elles commencent à se diffuser dans la petite île en question. Donc gros enjeu également à faire attention aux conditions de production et à ne pas devenir soi-même un vecteur d'invasion biologique. Et le troisième point sur lequel on peut travailler, c'est sur les imaginaires eux-mêmes. Alors, travailler sur les imaginaires, c'est évidemment ce qui est le plus intéressant, mais c'est aussi potentiellement ce qui est le plus difficile. Et les imaginaires sur les invasions biologiques, dans les grands récits ou dans les pratiques artistiques, est relativement peu présent. Donc, j'ai pris un exemple qui est une sorte d'invasion biologique, qui est un mauvais exemple, mais que tout le monde connaît. Et je pense que cet exemple, il a participé à la conscientisation des enjeux, des risques d'introduction d'espèces dans un autre écosystème, et c'est Jurassic Park. Rappelez-vous, la vie trouve toujours son chemin. Je crois qu'on l'a tous gardé à l'esprit quand on l'a vu à l'époque. Donc c'est un imaginaire négatif sur le sujet, mais il n'en demeure pas moins que ça a diffusé une vision des enjeux des invasions biologiques à grande échelle. Ensuite, il y a des exemples historiques qui sont pas mal documentés. Donc il y a la guerre des émeus en 1932. C'est la seule fois où un pays a déclaré la guerre à une espèce. Donc c'était en l'occurrence en Australie. Il y avait une pullulation d'émeus qui gênait les agriculteurs. Et l'Australie a mobilisé l'armée et officiellement déclaré la guerre à l'espèce des émeus. Et ils ont essayé de les éradiquer, mais sans succès. Ça n'a pas marché et ça a duré quelques jours, je crois, et ils ont abandonné parce qu'ils voyaient que c'était inefficient. Donc finalement, c'est des bonnes vieilles barrières qui protègent les cultures. Donc ça, c'est les imaginaires plutôt négatifs. Maintenant, il faudrait trouver ou construire un imaginaire positif où on réussit une meilleure intégration. Parce qu'enfin, on parlait tout à l'heure des biais cognitifs qu'on peut avoir sur certaines espèces. Et en fait, ce biais, il se travaille par la représentation culturelle. Donc on peut tout à fait inciter ou sensibiliser les populations via les productions culturelles à mésestimer certaines espèces ou en surestimer d'autres et changer leur comportement vis-à-vis d'elles. Parce que par exemple, ce que disait le restaurateur parisien qui fait des espèces invasives, c'est qu'il a beaucoup de mal à vendre le raton laveur parce que tout le monde trouve ça mignon et que le problème c'est que c'est une espèce qui s'est introduite en France et en Allemagne notamment et tout le monde la trouvant tellement mignonne, on a tendance à ne pas la signaler ni à vouloir l'éradiquer ou limiter son expansion. En l'occurrence, avec un bon budget et puis un peu de publicité, on peut le faire passer pour un monstre et on peut changer son image assez aisément. C'est le travail de la culture et c'est ce à quoi on va s'atteler à l'avenir. Merci beaucoup.